Allez, bon, on va démarrer comme ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup au Tuba. Je précise dès le démarrage deux petites choses d'un point de vue logistique. D'abord, on enregistre le café et la table, donc il est ensuite rediffusé, mis en ligne sur YouTube pour éventuel replay. Et la deuxième chose, c'est dans la salle, et j'espère qu'en ligne on nous entend bien, mais effectivement, quand vous avez des questions à poser, soit on la répète, soit on reformule pour permettre que ça passe bien en ligne aussi. Donc, comme je disais, on vous demande en ligne et là sur place de scanner ce petit QR code qui nous permettra de faire connaissance. D'abord quelques petits mots. Donc, bienvenue au Tuba, tiers-lieu des données du numérique responsable des enjeux urbains à Lyon. Aujourd'hui, donc, on tient ce café Datable. Datable, c'est l'ensemble de la programmation qui anime l'écosystème des données du Tuba, l'ensemble de cet écosystème intéressé par les questions des données et du numérique. Les cafés, c'est une heure, pendant une heure, on va décortiquer un projet, un cas d'usage, une problématique numérique, data, IA, généralement avec l'aide ou avec l'intervention d'un partenaire. Ces cafés, ils sont ouverts à toutes et à tous, quel que soit des questions, mais quel que soit votre degré de maturité ou d'expertise sur les questions des données. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, à en parler autour de vous. C'est des temps qui sont vraiment ouverts largement. On va en gros, on va avoir 40 minutes à peu près de présentation, je veux dire plus ou moins descendante, même si voilà, il y a toujours des questions qui sont possibles, évidemment. Et puis de toute façon, on aura à la fin aussi un bon quart d'heure d'échange, de questions-réponses, de partage d'expériences, voilà, etc. Aujourd'hui, je te laisserai la parole après, mais on accueille Anthony Angelot, donc, qui est directeur de projet chez Erasme, donc le laboratoire d'innovation de la métropole de Lyon, qui va nous parler notamment de végétalisation, de désimperméabilisation, et j'attends de voir comment tu le dis, parce que franchement, chaque fois, c'est quand même, il faut prendre son élan, et comment finalement les données et l'IA peuvent contribuer à identifier des zones de végétalisation et des imperméabilisations, mais tu diras tout ça beaucoup mieux que moi. Donc merci déjà d'avoir accepté de participer et de présenter tout ça. Si vous voulez bien, on va commencer par donc, ce petit questionnaire qu'on a l'habitude de faire. Ça évite de faire un tour de table qui soit trop long. Et donc, on a 6 questions qui permettent de vous connaître un petit peu, ou d'identifier qui est dans la salle ou en ligne. Donc, si vous avez bien scanné le QR code. Et donc, à nouveau, ce code. Hop, la première question, pour ceux qui viennent justement régulièrement ici, ils connaissent déjà les 6 questions, mais la première, c'est est-ce que vous avez déjà participé à un café ou est-ce que c'est une première? Un café de table, est-ce que c'est une première pour vous? On devrait avoir une bonne quinzaine, vingtaine de participants, y compris en ligne. Vous pouvez répondre. C'est pour l'instant assez partagé. Allez, j'enchaîne. Plutôt une légère majorité pour le oui. Donc vous êtes quand même assez partagé sur des nouveaux venus. Où est-ce que vous êtes situé géographiquement? Est-ce que c'est sur le territoire de métropole de Lyon? Plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes? Plus loin en Ile-de-France ou voire autre? Oui, ça arrive. Grâce à toi, d'ailleurs, peut-être régulièrement. Toi, oui, mais par tes relais. On a parfois des personnes qui tu vas produire un autre. Hop, on n'a que 12 participants, on a un peu plus de monde, mais ok. Donc, oula, très très majoritairement sur le territoire de la métropole de Lyon. Pour quel type d'entité vous travaillez ou vous évoluez, donc plutôt dans une administration publique, plutôt dans une collectivité, dans une entreprise, dans une start-up, une PME, l'univers académique, une association ou autre? Plutôt en collectivité et dans la sphère publique pour l'instant, a priori.
clairement, bizarrement. Hop, le nom de votre structure, la structure que vous représentez, on peut dire aujourd'hui. Adréal, la ville de Lyon, Coexistence, le CEREMA, Métropole de Lyon, Zinco, SCE, pardon, Observe, la ville de Lyon en force. La ville de Lyon en force, ouais. Peut-être que ça se joue à 2 personnes, mais quand même. Merci. C'est l'avant-dernière question. Votre niveau d'expertise est auto-estimé sur les questions des données, des data. Est-ce que vous vous considérez plutôt comme novice, plutôt un niveau intermédiaire, plutôt expert? Plutôt intermédiaire, a priori. Non, d'un café data à un autre, c'est pas forcément toujours les mêmes résultats. Enfin, c'est normal, mais ok, plutôt intermédiaire. Et dernière question, votre champ d'intervention, plutôt dans le domaine SI, data science, design, commercial marketing ou autre. Toujours ce autre qui va vraiment falloir qu'on le modifie, parce qu'on a beaucoup de autres. Mais quand même, pardon. Ouais, je sais pas. Ouais, gestion de projet, c'est ça. Ok, en tout cas, top, merci. On en a fini de cette première partie. Ça permet, je pense, de savoir un petit peu aussi qui vous êtes et qui est dans la salle. Hop, j'arrête ce partage. Je laisse du coup la main à Anthony. On te laisse 30, 40 minutes. Comme on l'a dit, c'est un temps aussi qui est quand même la vocation plutôt à être interactif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des incompréhensions, des termes qui ne sont pas forcément compris, n'hésitez pas. Et de toute façon, on garde un temps à la fin de questions-réponses également. Anthony, je te laisse la parole. Merci. Super. Merci Frédéric. Merci pour l'invitation qui a fait la table. J'apprécie tout particulièrement. Bonjour à toutes et tous. Donc Anthony Angelot, directeur de projet au sein d'Erasme. Effectivement, on est parti pour une petite demi-heure de présentation sur 2 projets qu'on a menés successivement au sein d'Erasme. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. J'ai vu qu'il y a des niveaux novices à experts. Normalement, j'essaie de rendre le propos le plus clair possible, mais vraiment, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. On a un petit comité en présentiel ou à distance. Voilà. On prend le temps, on prend largement le temps de traiter tous les sujets prévus. Alors, je vais lancer le partage d'écran. Vous avez à distance si vous voyez l'écran. C'est bon, à distance. Parfait. Peut-être juste pour repositionner d'où je parle, est-ce que vous connaissez Erasme? Non. Très bien. Erasme, on est le laboratoire d'innovation de la métropole de Lyon. Donc, on a un service de la collectivité, un service assez étonnant. On n'imagine pas forcément ce type de structure au sein d'une collectivité territoriale. Par ailleurs, on était le premier laboratoire d'innovation publique créé en 1998, alors à l'époque au département du Rhône, et en 2015, lors de la fusion entre le département et la Courlie, donc on rejoint la métropole de Lyon. Notre objectif, pour faire vraiment en un mot, et en fait derrière ma présentation incarnera beaucoup mieux ce que je dis, c'est d'accompagner les politiques publiques de la métropole sur leurs projets d'innovation. Ils ont des problématiques auxquelles ils n'ont pas forcément déjà des réponses, auxquelles il n'y a pas forcément d'entreprises qui possèdent des solutions ou d'autres collectivités qui ont déjà mis en place des solutions. Auquel cas, ils font appel à nous et on essaie de mettre en place en mode agile, pareil, on reviendra sur le méthode, des solutions, de tester, de créer des prototypes qui répondent à leurs besoins au plus proche du terrain. Pour le coup, on va traiter vraiment l'ensemble des thématiques de la métropole, l'éducation, l'énergie, les transitions, et bien sûr la végétalisation et la désimperméabilisation. Donc on va pouvoir explorer un peu plus par ici. Donc c'est un lieu, des méthodes, donc principalement sur l'agile, beaucoup de culture design. Enfin, je ne sais pas si y a des designers, si y a des designers, mais personne ne vient du design. Donc, en tout cas, on a pas mal l'équipe data, design et chef de projet globalement
l'idée étant de pouvoir tout faire en interne. On a vraiment une petite équipe de prod, une force de frappe en interne métropole pour conduire rapidement des projets. Voilà, et en 2020, on s'est posé la question plus particulièrement de la donnée. Bon, c'est un sujet qui est là quand même depuis assez longtemps, hein, les smart cities, on en parle depuis très longtemps. Et on n'avait pas encore forcément une bonne façon, un bon véhicule pour répondre aux enjeux de valorisation de données. Il faut savoir qu'à la métropole de Lyon, on a quand même un gros historique sur la partie ouverture des données, production et ouverture des données, avec la plateforme Data Grand Lyon que vous connaissez peut-être, pour la partie d'entre vous. Et c'est vrai que c'est une mine d'or, hein, c'est l'or noir du XXIe siècle, la donnée. Et pour autant, dans l'exploitation, on n'avait pas forcément des personnes qui étaient référentes sur cette partie d'exploitation et d'exploitation innovante. Et donc, on s'est structuré entre Erasmus, le laboratoire d'innovation, le service de données métropolitaine et l'Université de Lyon, le laboratoire LIRIS, qui mène particulièrement des recherches sur la représentation des données en 3D, 4D et encore plus. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un véhicule qu'on a appelé Datagora, un data lab finalement, un data lab pour le territoire. Donc, le territoire, c'est peut être entre métropole, université, et c'est aussi un dispositif qui est au service des communes, où chaque année on essaie d'accompagner un projet pour les communes du territoire, vraiment en transversalité. Avec plusieurs objectifs dans cette lab, conduire des expérimentations, alors, je vais vous en présenter deux, le CAC de plantabilité et IARBRE, être aussi un lieu de formation, d'acculturation à la donnée, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais beaucoup en interne aussi, métropole. On va avoir des formats de sensibilisation. On a créé un format de sensibilisation à l'IA. On va animer avec Utuba prochainement une bonne partie des managers de la métropole de Lyon. Et enfin, on va faire de la veille, voilà, en tant que data lab. Donc, c'est toujours rester un petit peu en avance de phase. Donc, mener de la perspective, de la veille, et puis lien avec l'université, évidemment, nous permet de nous connecter aux derniers travaux de recherche. Voilà un petit peu, donc globalement, le cadre de travail Datagora, donc c'est le laboratoire d'innovation avec une équipe data de la métropole et l'université qui travaille avec. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut répondre à des sollicitations de collègues. Sollicitations de collègues telles que Jean-Marie Rogel, qui est avec nous, le directeur adjoint du patrimoine végétal, et qui nous a posé une question. Lui, dans le cadre d'un grand plan de végétalisation pour la nature de la métropole de Lyon, qui vise à planter 300 milliards d'ici 2030. Alors, on va préciser toutes les raisons, hein, évidemment, lutte contre les îlots de chaleur, cadre de vie, etc. Mais la question qu'on se pose quand on dit ça, c'est où est-ce qu'on peut encore planter? Parce que c'est bien solaire 300 milliards, on a chacun besoin d'un espace qui soit suffisant aussi bien pour le système sur la surface que pour le système racinaire. Donc de trouver les espaces, vraiment avant de se dire où est-ce qu'on a envie d'aller en fonction de nos priorités, de trame verte, de diversité, de lutte contre les îlots de chaleur, d'équité sociale, d'accès à la nature, avant même de se poser ces questions-là. On dit est-ce qu'il nous reste vraiment de la place sur la métropole pour planter autant d'arbres? Et si oui, où est-ce qu'il nous reste de la place? Donc voilà, ça, c'est vraiment la question qui nous a été posée avec 3 niveaux qui vont se décliner derrière. Un niveau opérationnel pour les agents de terrain qui disent bah oui, là, on nous a commandé de planter 10 arbres dans la rue. Bah, où est-ce que je peux les planter facilement pour ne pas tomber sur une conduite de gaz? Sinon, malheureusement, lieu à Lyon en 2019, c'est comme ça. Un niveau plutôt stratégique, pour le coup, si on prend du recul à l'échelle de la métropole et qu'on se dit planter 300 milliards, oui, mais où? Et donc d'avoir pour le coup une organisation, une vision d'ensemble sur le territoire, sur le potentiel. Et enfin, une vision plutôt de médiation, de pédagogie, et en pouvant utiliser la donnée pour faire parler des stratégies, faire parler des politiques publiques, et expliquer pourquoi on va planter dans cette rue plutôt que dans telle autre. Donc ça, c'est vraiment les 3 niveaux de notre projet. On va voir comment on arrive à répondre, si on y arrive, avec la donnée. Sur les postulats de départ, donc ça c'est un projet, pas juste redire que c'est un projet qu'on a mené en expérimentation, donc ça a pris 6 mois. Un projet assez rapide, hein. L'idée c'est d'aboutir rapidement à un résultat, de le tester, de voir s'il répond aux objectifs, avant de le passer en déploiement et le consolider. Donc les postulats de départ, c'est-à-dire qu'on agit sur l'ensemble de la métropole de Lyon, on ne va pas plutôt sur une commune ou une autre, donc les données dont on va avoir besoin doivent être de même qualité sur l'ensemble du territoire. Si on a de la donnée, par exemple, que sur Lyon et Villeurbanne, ben non, désolé, on ne la trouve pas. Nous, on a un CAC qui est disponible sur l'ensemble de la métropole et des 58 communes. Ensuite, on prend cette expérimentation, on fait faire des choix, on a pris l'arbre comme référentiel, c'est-à-dire l'élément le plus contraignant. Donc c'est un CAC assez pessimiste, vous allez voir, qui va nous dire bien souvent c'est pas possible de planter, alors qu'on pourrait planter des arbustes, des herbes, des choses comme ça. Mais on s'est dit dans une démarche où on est là pour tester, itérer et voir un premier potentiel, partons sur l'élément plus contraignant, il y aura plus de données à aller chercher et plus de complexité à mettre en œuvre.
Et enfin, on va partir sur une maille de 5 par 5. Donc là, ça vient, encore une fois, de la donnée, pour le coup, qu'on va utiliser. Vous verrez, on va utiliser une trentaine de jeux de données. Et bien, on va forcément se fixer sur la donnée la moins précise. Pour le coup, on aura certaines données qui sont une résolution assez faible, de 5 mètres par 5 mètres. Donc, on ne pourra pas descendre sur notre règle de comptabilité à une maille plus fine que ça, vu qu'on dépend toujours de la donnée la moins fine. Voilà. Et enfin, impliquer les agents. Ça fait partie de nos méthodes sur l'ensemble des projets. Quand on porte, dans un data lab, on n'a jamais l'expertise métier, toujours l'expertise data. Et donc, c'est vraiment toujours un binôme. Donc là, je présentais Jean-Marie, qui était vraiment le binôme de tech pour conduire ce projet-là. Donc, les agents, vous allez voir, vont être impliqués dans toutes les étapes du projet pour que, même s'ils ne sont pas du tout experts en data, ils puissent vraiment avoir un outil derrière qui valorise la donnée, mais qui soit facilement préhensible, facilement utilisable dans leur démarche. Donc la première chose qu'on a pu faire avec ces agents, justement, quand on a une problématique telle que celle-ci, c'est de comprendre quelles sont leurs contraintes et comment ils travaillent. Ça, c'est essentiel pour nous. Donc ce que vous voyez en haut à droite, de manière un peu petit, mais ce n'est pas en détail, c'est le workflow de décision de plantation. Comment on fait à la métropole pour savoir si on plante un arbre ou pas et où est-ce qu'on le plante. J'espère pas trop zoomer dessus parce que c'est technique, mais on voit que ça implique quand même un certain nombre de personnes et énormément d'étapes et beaucoup d'accès à des bases de données. Il y a différentes bases de données. Donc l'idée, c'était vraiment de s'intégrer dans ce processus-là, avec ces personnes et ces outils, et de voir comment on pouvait l'améliorer, l'optimiser. Et pour l'optimiser, donc, une des premières choses qu'on s'est dit, ça va être d'identifier quelles sont les contraintes qui font que, là, au sein de ce workflow, ils prennent la décision de planter ou de ne pas planter. Et donc, des contraintes, on a listé une bonne soixantaine. Donc là, sur un atelier, on va en lister quelques-unes, sur tout ce qui est mobilier urbain, les aires sous vélo, les poubelles, les quais de bus. Les proximités de façade, c'est intéressant, c'est dire sur les bâtiments qui reçoivent le public, par exemple, on ne pourra pas planter à 5 mètres de façade. C'est les accès pompiers, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas du tout, donc autant bien le prendre en compte. Les lampadaires, etc. Les cours d'eau, ça c'est assez évident. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est sur tout ce qui est souterrain aussi, c'est assez difficile. Sur là, les parkings souterrains et tous les réseaux finalement de chauffage, de froid urbain, réseau de gaz, d'électricité, de fibres, etc. Donc là, on voit déjà, on a posé une question simple au départ, où on peut planter des arbres sur la métropole de Lyon, et finalement, on voit que la réponse va être un peu plus compliquée que prévu. On a essayé de faire un travail, bien évidemment, c'est beaucoup de priorisation, de savoir quel était l'impact de ces éléments sur le potentiel de végétation. Et d'identifier du coup les données qu'on va aller chercher prioritairement, et celles où on va se dire, bon, finalement, si on les a pas, c'est pas si grave, ça ne nous empêchera pas de planter à un certain endroit. Ce qui fait qu'on est finalement arrivé à 35 données prioritaires pour la végétalisation, qui sont des données, très souvent des contraintes pour la plantation, qui sont quelquefois des opportunités, par exemple les friches ou les espaces herborés qui ne sont pas arborés. Donc niveau d'application important, et une fois qu'on a listé l'ensemble de ces éléments, ce dont on a besoin finalement pour faire notre cuisine et arriver au calcul de comptabilité, et le moment d'aller chercher les ingrédients, et là c'est vraiment cache, mais c'est la partie la plus longue évidemment du projet, de trouver l'ensemble des données avec trouver des données c'est bien, mais les trouver avec le bon niveau de fiabilité, de qualité, de mise à jour et d'exhaustivité sur le territoire, c'est encore autre chose. Donc là, évidemment, à chaque fois, on a pu avoir l'ensemble de ces critères, donc les experts, ça vous parle, mais dire que le jeu de données existe, ça ne suffit pas. Évidemment, aller vérifier son niveau de qualité, qui le produit, ce qui va être mis à jour, parce que c'est bien de faire un calcul en 2023, mais s'il est à jour en 2025, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, c'est un gros travail aussi bien en interne, d'aller voir l'ensemble des acteurs, de l'eau, des vies perméables, de l'urbanisme, des mobilités, pour récupérer ces données quand elles n'étaient pas ouvertes. Pour le coup, on a de la chance, il y avait une bonne vingtaine de données qui étaient déjà ouvertes sur la plateforme DataGround, qui sont quand même produits par des collègues. Et finalement, on n'a même pas besoin d'aller les voir, parce qu'on a une plateforme sur laquelle elle est à disposition. Donc on voit que finalement, l'open data, c'est aussi utile pour de l'interne, parfois quand on est une grosse structure comme la métropole, les fonds d'agents. Le fait d'avoir une plateforme tournée vers l'externe, ça nous sert un petit peu ce qu'on appelle data lake, un réservoir de données, un entrepôt de données dans lequel on peut venir piocher pour des sujets tels que celui-ci. Plateforme qui prend en compte par ailleurs toutes les mises à jour. Donc, si les collègues mettent à jour sur la plateforme data, nous on récupère automatiquement, on peut mettre à jour le cas. Ça, c'est quand même vraiment un gain de temps. Pour autant, ça laisse toujours une dizaine de jeux de données à les récupérer à la main, parce que souvent, c'est des données, si on bien les réseaux de potable, par exemple, qui ne sont pas présents en open data, mais sur la donnée sensible.
Donc dans ce cas-là, c'est aller voir avec de l'interne des collègues ou avec de l'externe, pareil les réseaux de gaz. On a gaz et électricité, on a une maille pas précise justement, une maille de 5 mètres par 5 mètres de l'open data. Donc on peut requêter, ce qui nous a servi pour l'expérimentation. Pour autant, on dispose bien évidemment de données beaucoup plus fiables. Et là, ça prenait beaucoup de temps de conventionner avec ces acteurs-là. Donc pour le calcul de comptabilité tel que je vous présente aujourd'hui, on a gardé uniquement les données open facilement accessibles. Mais du coup, on voit tout de suite qu'on a une V2 à faire en allant conventionner avec ces acteurs. Bon, en tout cas, on le voit, hein, tout de suite, c'est un travail partenarial. Dès qu'on tire le fil, ça ramène beaucoup de monde. Ville de Villeurbanne aussi, pour avoir un territoire de test, c'était plutôt pour se dire, on travaille avec des agents de la métropole, mais finalement les communes sont aussi intéressées pour planter, donc c'était plutôt un test d'usage. Et donc notre production, c'est une fois que cette pêche aux données a été conduite, agrégée, donc il y a tout un travail de pré-processing. L'appareil que je vous cache, mais l'idée c'est que chaque donnée soit reprise, retraitée, pour être tout au même format, avec les mêmes systèmes de projection géographique, pour être tout un ensemble, tout un process qui est mis en place, surtout quand vous avez un certain nombre de jeux de données avec différents producteurs, qui permet d'aboutir à un calcul de comptabilité. Et comme on le disait, l'idée c'est pas simplement d'avoir une donnée, mais c'est d'avoir quelque chose qui soit utilisable par des agents concrètement dans leur quotidien. Donc on a quand même vocation à développer une plateforme métier pour qu'ils puissent se saisir de cette donnée-là et pas qu'on les oblige à aller sur des outils de géomaticiens qui soient trop compliqués. Donc, pour entrer dans le détail de ce que ça produit, donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le calcul de comptabilité très dézoomé sur la gauche et un peu plus zoomé sur la droite. Ce que vous voyez, c'est... voilà, je prends des mots après. En vert, évidemment, les espaces qui sont plus facilement végétalisables. Et après, on va aller sur des nuances de blanc, de orange, de rouge, et enfin de gris, qui en général sont des bâtiments. Effectivement, à part si on veut raser un bâtiment, il y a peu de raisons qu'on puisse planter ici. Là, c'est tout le moment, je peux faire une démo en promener sur. Ouais, sur ceux en ligne. Je fais juste l'écran. Si on veut zoomer quelque part, peut-être pour. Ok. C'est sur Lyon. Est-ce que vous voulez qu'on ait regardé quelque part dans le Lyon spécifique? Par Dieu, par exemple. Là, on est là. Ils vont pas me planter sur le parvis. On arrive. On va regarder la place ici. Hein, on est quand même plutôt sur l'opportunité. On le voit au milieu d'un espace majoritairement quand même gris. On voit la future forêt ici urbaine qui va être créée. Et ici cet axe Vivier-Merle, donc pour le coup qui est très contraint, et malgré tout avec quand même des vraies nuances. Donc là, il faut vraiment zoomer pour voir. Et c'est là où on voit quand même la finesse de l'outil, où on a très vite des espaces extrêmement contraints et d'autres avec plus de potentiel vraiment à 5 mètres près. Donc je ne pense pas que ça a été utilisé pour le projet, parce qu'il a été prévu bien avant. Mais pour autant, ça aurait pu permettre de se tracer une voie lyonnaise avec des niveaux de végétalisation qui vont bien aussi. Place de Milan, qui est là. Place de Milan, alors là. Qui est là. Ah ouais. Donc là, ça veut dire que c'est parti les gens là-bas. Alors ce qui est intéressant, c'est que la place a l'air assez uniforme quand on la regarde comme ça, en théorie. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un plus fort potentiel au nord-ouest que là sur l'est. A priori, on a bien envie de l'écouter de. Voilà, bon, on voit qu'on a été gentil sur les rails, hein, pour le coup, un score pas très élevé, donc je mets plus. On voit sur la rue derrière, facilement végétalisable. Donc finalement, ça permet de repérer assez facilement des micro-potentiels aussi. Donc il y a quand même une approche stratégique un peu globale où, effectivement, si on dézoome, on pourra, il n'y aura pas de surprise, hein, le centre va être très gris, rouge, orangé, alors que l'extérieur, le périmètre va laisser beaucoup plus d'opportunités. Mais c'est vraiment en zoomant qu'on arrive à une maille qui est vraiment intéressante aussi pour la prise de décision. Donc, si vous avez réussi à trouver la place pour le tracé là? C'est une bonne question. Et ben, on n'a jamais fait le calcul de la surface verte.
potentiel. Du vrai potentiel. En vrai, oui, on l'a très largement parce qu'on a des espaces qui sont vraiment formidables sur le tour. Oui, on pourrait le faire, c'est une bonne question. Parce que là, il y a déjà des espaces en verre qui sont déjà verts en réalité. Oui, Oui, Ouais. tout à fait. Bon, si on dit par exemple un bar à la tête d'or, on voit qu'il y a deux nuances de vert. Quand c'est de la pelouse, on a un vert plus foncé parce que là vraiment il y a un potentiel beaucoup végétalisé. Quand il y a un vert plus clair, c'est que souvent c'est déjà arboré, mais qu'il y a un potentiel de densifier. Ouais, c'est tous les côtés du parc, les arbres. Exactement, c'est déjà des allées arborées, donc a priori on pourrait le remettre par exemple sur les cultivars. Les 10 mètres. Ouais, Exactement. Parce que là sur la pelouse, bon, après c'est une question d'usage, encore une fois on ne traite pas du tout d'usage, on teste le potentiel. Là, sur la pelouse, effectivement, c'est évident, on peut. Voilà, je pense que vous allez voir on peut se connecter à son truc sur le projet. et la donnée est accessible sur Data Grande. Ouais, ouais, tout à fait. Bah voilà, j'ai récupéré directement des flux de data. Tu sais comment on trouve le jeu de données sur Data Oui. Volume? Et ben, je vais vous envoyer, de toute façon, vous aurez les supports de site. Et dans les supports, on retrouve le lien. À la slide avec laquelle on était. Vous avez mentionné que ce soit sur une plateforme métier. Est-ce que c'est ce qu'on voyait, la plateforme métier? Non, là, ce que je vous montrais, c'est un outil de visualisation de données. La plateforme métier, elle est en cours de redéploiement, mais voilà, de capture d'écran, comme ça, à quoi elle ressemblait. Donc, c'est vraiment pour un outil Carto, type Google Maps, c'est très simple. On peut zoomer, dézoomer, se déplacer, taper une adresse. Et avec après différentes possibilités d'afficher les communes, par exemple, en surimpression par-dessus. Et voilà, deux outils qui leur semblaient très intéressants, c'était de faire de la capture d'écran pour aller sur tablette sur un site et de l'impression. Pour le coup, avec un bon niveau d'impression, pour connecter le côté, voilà, tout ce qu'on appelle numérique, mais avant tout, le métier comme adresse, c'est du tangible. Hein, les gens qui sont dans la rue, ils vont repérer un petit peu où ils peuvent planter, donc on l'a vraiment testé avec les deux, le numérique et aussi le fait de pouvoir imprimer et d'aller sur le terrain, comparer le cap. Et dans le métier, on leur donne en plus les indications de ce qu'on peut trouver derrière chaque carreau. Parce qu'effectivement, un carreau orange, un carreau rouge, ça peut dire différentes choses. Et dans certains cas, on peut se permettre de dire si c'est orange ou rouge, on se permet quand même de déplacer un réseau ou l'autre. Dans d'autres cas, non. Et j'en reviens à ça, vraiment le choix arbitraire, enfin, oui, de 5 mètres sur 5 mètres, ça vient de la base de données qui était la moins fine. Ça vient des Qui contraintes était- de- Ok. Et dans la conclusion, on va arriver sur le fait que c'est pas assez fin pour un niveau opérationnel. Et que ça marche bien pour un niveau stratégique. Mais pour l'instant, c'est vraiment purement de la contrainte donnée, sinon on ne peut pas mieux faire. Ou alors il aurait fallu dire réseau de gaz, on ne les prend pas en compte, donc on peut faire plus fin, mais on n'a pas de gaz. Donc c'est pas du tout l'intérêt. C'est une donnée absolument prioritaire. Après, c'est des équilibres à trouver. Ouais. Et c'est ça parce que c'est pratique pour l'intention au départ, où planter 300 000 arbres. Mais si par exemple je suis gestionnaire d'un site, d'un terrain, et je me dis comment est-ce que je peux valoriser ce terrain au maximum, là on va aller dans plus près, justement savoir c'est quoi le détail. Je peux planter, ok, je peux peut-être pas planter un arbre, mais justement je peux planter des arbustes ou autre chose. Ah, exactement, on va y arriver. Ouais, on va y arriver à cette question-là. Tout à fait. Dire que rapidement, encore une fois, on était sur un projet très court, hein, de 6 mois, et on va voir qu'il va se déployer sur 3 ans par la suite. L'idée, c'est de le tester très rapidement, comme on le disait, d'aller sur le terrain, de se dire, bon, on a une approche très théorique finalement. Alors, au début, on a fait du métier pour dire telle donnée, en tel niveau d'influence sur le végétal. Mais finalement, concrètement, une fois qu'on fait vraiment l'exercice, est-ce que ça répond vraiment à ce qu'imaginaient nos agents du patrimoine végétal? Donc, on a pu faire des comparaisons dans différents lieux, donc sur Villeurbanne en particulier, aussi les agents de la commune qui ne savent pas forcément de la même façon. Donc, c'était intéressant et ça nous a permis finalement d'optimiser certains facteurs et de se dire, par endroit, on prenait trop en compte ce facteur-là, et donc de livrer le calque dans sa version définitive. On voit que cette démarche-là, là je ferai une ouverture avant de se lancer dans la deuxième version du calque, enfin les limites de la deuxième version du calque. C'est une démarche qui est facilement réplicable en fait. C'est un enjeu qui est partagé par toutes les collectivités de France et du monde globalement, parce qu'on peut le dire. Donc on a essayé de faire un travail de dire si quelqu'un souhaite le répliquer, alors déjà nous, parce qu'évidemment il faudra le mettre à jour régulièrement cette donnée, mais si une autre collectivité souhaite le répliquer, qu'est-ce qu'il lui reste à faire finalement? C'est quand même un peu mâcher le travail, pour autant tout n'est pas fait. Et donc voici à peu près toutes les étapes par lesquelles on est passé, on s'est formalisé, et de se dire quand la coche est verte, finalement c'est réutilisable parfaitement en l'état, hein,
pas changer. Quand c'est un point d'interrogation, il y aura des choses à retravailler et on a un élément de vigilance tout particulier ici sur les données partenariales. Peut-être se dire que sur des collectivités qui souhaitent le répliquer, le savoir-faire métier, encore une fois, est nécessaire du début à la fin du projet. On a des collectivités qui l'ont reprise et les critères n'étaient pas les mêmes que nous. Les critères politiques ne sont pas forcément, mine de rien, dans le métier, il y a un petit peu de politique derrière, de se dire on se permet de supprimer des parkings pour faire de la végétation, ben, ou on se permet de supprimer des pistes cyclables. Sans qu'à Lyon, ce n'est pas forcément les mêmes priorités. Peut-être dans d'autres collectivités, ça change. On ne sait pas. En tout cas, ça va venir changer nos pondérations sur le fait de comptabilité. Et bien évidemment, donc, ce qui va être compliqué à aller chercher pour d'autres territoires, c'est les données métiers, vu qu'elles les données partenaires en plus. Donc, on le voit à chaque fois, c'est aller retrouver les gestionnaires de réseau localement pour qu'ils nous transmettent les données. Mais dans l'ensemble, j'ai estimé que c'était plutôt possible de répliquer avec voilà, un binôme, encore une fois, entre une expertise métier et une expertise data, et une partie développeur sur la plateforme de l'outil métier. Donc on retrouve, et là de la même façon, hein, vous aurez tous les liens dans la présentation, un guide méthodologique en fait, on a structuré vraiment toutes les étapes pour reprendre le calcul de comptabilité, le code est disponible dans l'open source et la donnée est disponible en open data. Ce qu'on aurait bien aimé faire, c'est profiter de la démarche pour ouvrir des données. En fait, ce qu'on voit dans ces démarches-là, c'est souvent on part d'un besoin métier, on va travailler avec certaines données, potentiellement les améliorer, c'est ce qui se passe souvent, et se dire profitons-en pour ouvrir ces données. Parce que bien souvent, il n'y a pas tant de contraintes, dans certains cas, c'est des données sensibles, mais bien souvent, c'est juste que le réflexe n'est pas encore pris, la culture de la donnée n'est pas encore parfaitement diffusée dans une grande collectivité telle que la nôtre. Donc, c'est un bon vecteur. Finalement, on passe par l'usage. Finalement, ce qu'on dit, c'est de la donnée ouverte. Et finalement, cette donnée ouverte peut servir à des nouveaux usages par derrière. Il y a un peu des cercles vertueux qui se mettent en place entre l'ouverture des données et des usages qui vont les mobiliser. Voilà, donc le calque, c'est très bien. Après, pour autant, Métropole de Lyon n'a pas forcément vocation de porter dans notre territoire, à faire la communication à l'échelle nationale. Et ça tombe bien, c'est des structures qui commencent à se mettre en œuvre avec Ecolab, donc Lab du ministère de la Transition écologique, qui porte une plateforme écologie, un data.gouv, sur lequel c'est un peu penchant de data Lyon, mais ciblé sur l'écologie, mais en plus qui présente ce qu'on appelle des bouquets de données. Les bouquets de données, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de jeux de données déjà disponibles sur la plateforme qui répondent à un usage. Dans le cas de comptabilité, c'est exactement ça. C'est un ensemble, une trentaine de jeux de données qui, par leur travail, leur agrégation, permettent de répondre à une problématique. Donc on a pu le documenter et ensuite c'est porté aujourd'hui au niveau des collabs pour une diffusion auprès d'autres métropoles. Et comme vous voyez, sur Bordeaux Métropole, aujourd'hui c'est déjà en œuvre et ils nous ont même rattrapé parce qu'ils ont déjà un calque à une échelle de 1 mètre par 1 mètre. Nous, on n'a pas encore. Voilà. Pour autant, on attend qu'ils diffusent, ils ont rediffusé leur code en méthode, on va aussi réutiliser leurs améliorations de notre côté. Donc, c'est des démarches vertueuses qui se mettent en œuvre. Pour autant, ça se structure. Hein, les collabs, les bouquets, ça va être de 2024. Non, c'est des choses qui se mettent en œuvre tout doucement. Et bon, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est une grande accélération avec, je pense beaucoup à l'IA, pour revenir un petit peu sur l'IA aussi. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, chacun développe un petit peu des choses dans son coin, et des grands acteurs qui vont essayer de trouver des solutions. Donc, finalement, en mutualisant des moyens, là, à 2-3 collectivités, on arrive à faire un outil qui évolue, et finalement, à un coût vraiment modéré chacune des collectivités. Donc, c'est 13 ans, 3 ans, on espère que ça va continuer sur le sujet. C'est la petite parenthèse ouverture et diffusion du projet. Pour autant, et on va ouvrir sur la partie data IA, donc la map est assez précise pour faire de l'opérationnel, pour identifier vraiment dans une rue où est-ce que je vais pouvoir positionner le map précisément. Pour l'échelle stratégique et pour la médiation, ça marche très bien pour les deux premiers objectifs. Pour l'échelle opérationnelle, ça ne marche pas. On n'identifie pas où on peut planter des arbustes ou de l'herbe. Alors que pour autant, on pourrait se dire simplement mettre des couches un peu plus basses ou les imperméabiliser, ça serait intéressant, déjà, à minima. Et potentiellement se dire qu'on pourrait jouer sur la pondération des facteurs. C'est-à-dire en fonction d'où on est, peut-être que là, on peut se permettre de supprimer des places de parking, là on ne peut pas. Voilà, d'avoir ces côtés scénario aide à la prise de décision encore plus fort. Et après, d'ouvrir sur d'autres données aussi et croiser les thématiques. Donc ça, c'est le projet IA qui a été lancé là en tout début d'année, qui s'est construit autour du consortium Métropole Université et une coopérative qui s'appelle Télescope, qui fait numérique for good.
On était L'Oréal a un peu le projet national, IA Frugal pour la transition écologique des territoires. Et l'idée, c'est justement d'aller plus loin. À partir de ça, vous avez déjà soulevé les premières limites, globalement. Est-ce qu'on peut quantifier des strates basses comment on peut rentrer dans le détail de ce calcul-là. Donc, on a ciblé 3 axes principaux, la végétalisation à poursuivre, la désimperméabilisation, qui se connecte très bien aussi, parce que planter des arbres, c'est bien, mais s'il peut y avoir de l'eau en direct, c'est encore mieux, et l'adaptation plus générale face au changement climatique du territoire. On voit que c'est vraiment très connecté, mais pour autant, ce n'est pas forcément les mêmes données, pas forcément les mêmes métiers qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, on se pose la question de comment la donnée peut réunir ces métiers et ces pratiques différentes autour d'un même outil, avec des impacts qu'on retrouve les mêmes stratégiques opérationnelles et de mise en réseau. Voilà, je vais passer un peu vite, mais simplement dire que vu qu'on a déjà un outil et un groupe d'acteurs, l'idée c'est de capitaliser dessus, stabiliser cet outil, pour à partir de là, on se dit par exemple, je vois que la comptabilité ne me permet pas de savoir où je peux faire des strates basses, bon, on passe aussi, on lance une itération sur les strates basses. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et cette itération, on la consolide et ça va nous amener de nouveaux sujets. Et notre objectif, c'est de tourner, de capitaliser comme ça sur des nouvelles entrées, de nouvelles thématiques pendant 3 ans, pour à la fin avoir un outil suffisamment transversal pour répondre à nos besoins d'adaptation du territoire essentiel. Donc globalement, l'objectif, ça va être pour nous de produire une plateforme. Plutôt que de raconter, je vais la montrer, c'est plus simple. Une plateforme qui va venir croiser justement toutes ces thématiques autour du climat. Là, on retrouve le cadre de comptabilité qui est un peu retravaillé. Des opportunités sur les guerres par Dieu ici. Et on a intégré déjà une deuxième donnée, que sont les zones climatiques locales, qui est une donnée produite par le CEREMA. Je ne sais pas s'il y a des gens du CEREMA qui sont ici. Mais du coup, c'est une donnée pareil, qui sont produites à l'échelle. C'est la même méthodologie à l'échelle nationale, donc toutes les collectivités, les grandes collectivités ont accès à ces données-là. Et ça permet de savoir un petit peu la qualité des zones que vous trouvez ici, entre du bâti très dense, de l'espace vert, de l'eau, de la friche, une autre classification, avec une méthodologie uniforme sur l'échelle nationale. Donc vraiment très intéressant. Et vous en doutez, quand on commence à avoir 1, 2, 3, 4 jeux de données comme ça, ce qu'on a envie de faire après, ça va être de les comparer, de les fusionner, de mettre de la transparence, et finalement d'aller sur un outil d'aide à la prise de décision pour nos niveaux stratégiques et politiques. Et on est en chemin, alors là, comme je vous disais, le projet commence tout juste, mais ça, vous voyez la première brique. Avec aussi donc d'autres cartographies, d'autres indices, la méthodologie du calcul de comptabilité, on va la reprendre pour faire des calculs de désimperméabilisation. On identifie les critères, on va chercher les données, on les pondère et on produit un calque. Idem pour les corridors écologiques. Et enfin, voilà, d'avoir vraiment un outil au service de la stratégie, avec aussi un enjeu qui est important pour nous, la prise en compte des espaces privés. Aujourd'hui, c'est bien d'outiller l'action publique, pour autant, pas la majorité des surfaces, donc comment on fait pour accompagner et outiller les acteurs privés aussi sur leur terre. Voilà, je vais en terminer. Ce sera 20 minutes d'échange. Donc on est parti pour 3 ans. Vous aurez compris, c'est une démarche qui doit aussi rester ouverte, documentée, vous savez ce qu'on veut. Donc si vous êtes intéressé, souhaitez vous connecter, soit pour la répliquer, bon je pense que vous êtes quasiment tous de la métropole, donc oui, vous faites déjà le travail sur le territoire. Mais si vous pensez que ça peut intéresser d'autres structures à l'échelle nationale, ou si vous souhaitez partager des besoins relatifs à des outils d'adaptation mobilisant l'IA pour le territoire, donc tout à fait ouvert. Et une super fenêtre dans le cadre d'IA Frugal pour la transition du territoire, pour mener cette démarche de recherche-action. Voilà, j'en termine là. Merci. Des questions, des suggestions, des remarques, des interrogations en ligne aussi. Olivier Forel, côté de Réal, qui disait intéressé par les méthodologies implémentant l'IA. On va peut-être un contact à refaire. Oui, ouais. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'IA, enfin pour l'IA, oui, l'IA. Il y a quoi comme IA Ouais, c'est quoi l'IA? Elle intervient à plusieurs endroits. Alors pour autant, on est dans IA Frugal. Donc on utilise l'IA pour être content, globalement. On a la partie, typiquement déjà les zones climatiques locales du CEREMA sont produites avec l'IA.
à nous, donc faire des liens sur la détection d'orthophotos. On va aussi utiliser la détection des orthophotos, donc ces photos pour des satellites qui passent sur le territoire, pour détecter du mobilier existant ou surtout du patrimoine végétal existant. En fait, un des vrais enjeux qu'on a là sur le projet, pour commencer, c'est de savoir où on a déjà végétalisé et quels sont les niveaux de strates et les niveaux de santé des arbres. Donc là-dessus, il y aura la détection d'images. Principalement ce niveau-là, et après on a un autre niveau, alors j'ai un peu moins évoqué, mais c'est sur la facilitation, l'optimisation et l'automatisation de certaines analyses où il y a ce qu'on appelle les DP, déclarations préalables de travaux, qui sont des documents administratifs à compléter, qui prennent beaucoup de temps aux agents. Et aujourd'hui, on peut tout à fait automatiser avec un peu d'IA, l'IA générative pour générer un document, compléter automatiquement le champ. C'est-à-dire concrètement, ça pourrait être dire on doit intervenir sur telle zone, et du coup, ça pré-remplit tout ce qu'on sait sur la zone. Non, tout à fait. Ce qui peut être fait aussi, c'est sur un besoin qu'on a vu, c'est quand on plante devant des bâtiments de France, par exemple, et des croquis pré-études pour voir à quoi ça ressemblera, pour les essences qu'on choisit. Là, on pourrait peut-être utiliser l'IA générative pour dire tel arbre devant, voici à quoi ça ressemblera. C'est intéressant parce qu'on a ça sur la base territoriale, sur Datara, qui sortent mettre des spots ou autres, tous les jeux de données utiles qui concernent le territoire, notamment dans le cadre de l'élaboration des plans d'urbanisme. Il y avoir des connexions, mais j'aimerais bien qu'on en fasse un cas d'usage sur Datara, sur les portes régionales aussi. C'est super, c'était notifié après. J'ai une question sur comment ça se passe aujourd'hui pour végétaliser un espace. Je passe pas, et généralement il y a soit un élu, soit c'est le quartier qui remonte à un élu qui est machin, qui dit vous aimeriez bien végétaliser ce petit coin de rue, par exemple. Suite à quoi les services de la métropole disent si c'est jouable ou pas, s'il y a des réseaux ou pas, etc. Si je comprends bien, aujourd'hui, ils sont obligés d'aller piocher, interroger à droite à gauche toutes les structures qui possèdent des données, réseaux, etc. Et après, ils disent oui ou non. Et auquel cas, en fait, moi, dans mon idée, j'ai un seul outil plus pertinent aujourd'hui, ce n'est pas forcément un calcul de comptabilité, comme ça se passe dans la vraie vie, que le désir de végétalisation il vient plutôt des habitants, mais plutôt un outil qui, à un endroit donné, va tout de suite sortir le diagnostic complet de la comptabilité une fois qu'on va interroger. Est-ce que c'est clair? Oui, totalement. Très bonne remarque. Déjà sur comment ça se passe aujourd'hui, sur où on veut végétaliser, en fait, il y a deux postures. Il y a une posture plutôt schéma directeur de végétalisation, c'est ça qui est écrit par la métropole. Là, pour le coup, on est bien sur une vision globale, un ensemble du territoire, où un calque peut être utile en tant que tel, parce qu'on a des experts qui ont pu la donner et qui vont écrire une vision programmatique sur 5 ans, de où on va planter pour les 5 prochaines années. Et après, il y a une approche plutôt bottom-up, qui est effectivement du territoire et qui remonte, et qu'on essaie d'intégrer ponctuellement dans justement nos stratégies de végétalisation. Quand on doit faire une végétalisation, on fait ce qu'on appelle une déclaration d'intention de commencement de travaux, une DICT. Et effectivement, en fait, une fois qu'on l'envoie à une structure, cette structure va nous renvoyer toutes les données relatives à tous les acteurs qui sont présents, sous format PDF, pas aux mêmes échelles. C'est pas du tout exploitable, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà centralisé, donc c'est un peu plus facile, mais la donnée n'est pas du tout exploitable. C'est là où on vient. Après, effectivement, j'ai une remarque de se dire que pour les approches un peu plus bottom-up, ça pourrait être une façon de tourner la donnée en le prenant presque grand public, finalement, en se disant, bah, tiens, j'ai envie d'utiliser dans ma rue, est-ce que c'est possible? Et là, ça rejoint. Je me dirais, c'est ce que vous imaginez, donc ça rejoint pas mal le côté, je peux faire mon diagnostic de cette façon-là, en cliquant sur le carreau dans ma rue, en voyant quelles sont les contraintes effectives qui n'ont pas été faites. Un moment où on avale, on dit ça, mais c'est pas possible dans notre rue, il y a le calme, enfin, c'est là. Mais à la nuance près que, je ne sais pas comment c'est noté aujourd'hui, mais on pourrait dire, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, la présence d'une route, d'un petit barreau de route, va dégrader la note de comptabilité, j'imagine, alors que, moi, je vois dans le quartier, il y a des petits barreaux de route qui ont été fermés pour végétaliser. C'est la pondération politique que vous disiez tout à l'heure. C'est ça, sur lequel on va bien jouer. Et même l'immobilier urbain, c'est vrai aussi. On peut dire, bon, bah, on est là, en fait, on va déplacer et on va aussi. Un abri bus, on peut déplacer. Oui, tout à fait. Et c'est là où, dans le projet IAR, on a envie
donner encore plus le pouvoir, ou des capacités encore plus, en donnant derrière ces valeurs, quelles sont les pondérations qu'on a fixées, qui sont les pondérations de référence, travailler avec les experts, mais pour autant, en laissant la possibilité de jouer sur ces pondérations, en disant, bah, effectivement, si les bicyclettes, finalement, on n'en a plus besoin, à pousser la voiture, une pondération de zéro, ça va effectivement changer notre histoire en direct. C'est vrai que si certaines rues, si tu supprimes la rue voiture, tu peux supprimer la piste cyclable. On a fait les pistes cyclables parce qu'on avait encore des voitures à côté. C'est pour arriver aussi de supprimer la piste cyclable, parce que tu récupères la route en fait qui servait aux voitures jusque-là. Ce qui est arrivé dans pas mal de rues qui sont mises sur une piétonne. Zone de rencontre. Pour la blague, il faut regarder la place Bellecour. Ouais, carrément. Bellecour, donc déjà il y a un beau parking. Par sur terre. Je partage aussi pour ça en ligne. Dans l'ouest, Alors, ça peut être chouette. alors là, on reconnaît assez facilement le métro. Ouais. Dans le domaine de métro qui vient de se croiser. Et ce qu'on ne reconnaît pas, c'est le parking souterrain. Voilà. Parce qu'on n'a pas les emprises des parkings souterrains. Là, il y a l'énorme parking souterrain de ce côté-là de la place. Aujourd'hui, autant on a les données sur les entrées de parking, autant on n'a pas les données sur les emprises. Son sort, il va quasiment jusqu'aux petits endroits verts, là au sud. Là, Vous avez calculé quelle profondeur pour un arbre? On peut enlever des arbres sur les toits d'hôtel. Ouais, on peut après. Ouais. Je ne sais plus exactement. Après, moins tu as de la capacité de profondeur, et moins il y aura. Si c'est pour faire des arbres dans des pots, Après, une des évolutions qu'on imagine aussi, c'est de le connecter à un autre outil par le CEREMA, qui s'appelle César, sur la sélection des essences d'arbres. Et les essences d'arbres n'ont pas toutes les mêmes besoins en un système racinaire. C'est-à-dire, si les essences ont un système racinaire un peu plus superficiel, pouvoir s'étendre en largeur, on va peut-être pouvoir adapter aussi, et du coup avoir un outil qui, au-delà de nous dire où est-ce qu'on peut planter, va pouvoir nous dire même quelles essences on va pouvoir planter. Ça, c'est partie des évolutions qu'on peut imaginer en moyen de CEREMA, sur ce fameux outil César pour le développement. Est-ce que vous avez rajouté les notions quantitaires de plus robuste? Ouais, ça, on est dessus en fait, en ce moment. c'est la couche en dessous. Ouais, en fait, elle est assez facile à décliner à partir de la couche de rentabilité, c'est pas les mêmes contraintes, moins d'importance. Même des réseaux souterrains, on ne va pas les prendre en compte sur eux. De la réplicabilité, sachant qu'il y a quand même toute une phase là, d'investissement quand même pour appliquer à son territoire, à partir de quelle taille de ville ça devient rentable de faire cet exercice? C'est une bonne question. Bon, alors, le seul retour que j'ai définitif, c'est la métropole de Bordeaux. Ça va 4 mois de le mettre en œuvre en mobilisant un géomaticien à temps plein. On fait du travail de collecte des données, on voit le principal travail. Il y a un sujet avec l'OFB, l'Office français sur la biodiversité, pour décliner cet outil-là à l'échelle des petites communes. En fait, c'est une question de moyens, c'est une question de ressources humaines à disposition. Souvent, on le voit, l'expert data géomatique, c'est absolument essentiel et toutes les communes n'ont pas à disposition ce genre de ressources. Après, ça pourrait être des CAE, des architecture et d'urbanisme, qui pourraient aussi utiliser des communes plus rurales dans cette démarche. Une question en ligne aussi, qui était plutôt sur l'organisation du projet. Quelle est la plus-value de passer par Erasme plutôt que de faire ce projet en interne avec le service data de la métropole de Lyon? On est de l'interne pour le coup Erasme. Donc voilà, et on a travaillé avec le service data dans le cadre d'Atagora, où c'est vraiment une fusion de nos compétences entre innovation, gestion de projet agile et compétences data. Donc c'est 100% fait en interne.
D'accord. Si vous avez d'autres questions en ligne, n'hésitez pas. Si il y a d'autres remarques. Est-ce que ça suscite aussi peut-être d'autres... ouais. Pardon. Du coup, la maille 1 mètre à l'eau, vous êtes dessus ou Ah, monsieur. ouais, ok. Donc l'enjeu, c'est bien de récupérer les données Là, on va capitaliser sur ces faits Bordeaux. Voilà, c'est le côté réciproque. Hein. Ils ont déjà eu des conventions avec GRDF, Enedis, tout le monde. Donc, là, l'idée, c'est qu'on récupère ces conventions, on passe les mêmes à l'échelle locale. Donc, on va essayer de lancer une démarche avec Ecolab pour voir le coup du distributeur à l'échelle nationale et voir si on peut faire des conventions types pour ensuite les décliner. Et non, c'est tout ce qui nous manque pour aller à l'échelle d'un Ce qui vous bloque surtout, c'est les réseaux, c'est ça? ouais, c'est surtout ça. Et justement, sur ces réseaux, en fait, vous ne pouvez pas récupérer des conventions qui existent déjà, je ne sais pas, qu'il y a la voirie avec ces réseaux-là pour avancer. C'est vrai que je trouve que c'est étonnant du coup, vous n'avez pas accès à cette information en fonction des services. Ouais, bonne question. Bon, on a accès. Donc, en fait, les conventions sont par usage. Ok. Parce que derrière, il y a des questions de responsabilité. Ouais. Typiquement, à Bordeaux, j'ai signé une convention pour le cas de comptabilité spécifique et qui dit que s'il y a un accident sur le réseau diable, la responsabilité est à la monsieur Bol, plus à GRDF. Ouais. Voilà, donc on a 20 conventions spécifiques. De toute façon, ça n'épargne pas l'identité derrière. Alors malheureusement, donc ça, le jour où on pourra s'en passer, ça sera un vrai bien, mais on fera toujours éviter de DCT. Le seul enjeu, c'est qu'on puisse dire, si je fais un DCT, je suis sûr du résultat, que ce sera positif. Je vais une information. Il est mettre à disposition gratuitement les données. Dans le cadre de la convention avec le Bordeaux Métropole, ouais, ouais. Ils sont donc plutôt proactifs, parce que eux, ça leur fait des usages de leurs données qu'ils produisent dans tous les cas. Et ils ont mis en avant la vétusté des réseaux aussi. Donc les nouveaux réseaux, on peut plus facilement planter dessus. Que les anciens réseaux, il y a plus de risques que les racines viennent. Donc sinon, ils sont proactifs dans la démarche. Très bonne nouvelle. Peut-être ça suscite aussi d'autres questions sur d'autres problématiques. Non, c'est pas forcément. Je dirais aussi sur la qualité des plantations. Enfin, ce qui est intéressant, c'est le projet sur enjeu de végétalité, quand on est face à des conflits, en fait, est-ce qu'on végétalise ou pas, et surtout qu'est-ce qu'on met dans cette végétalisation, et l'enjeu en termes d'entretien également. Mais selon le type de végétalisation, on va pas avoir le même effet, notamment sur les effets de chaleur. J'imagine que ça, c'est des questions dans le cadre de notre outil à développer sur présent, sur travailler derrière. C'est vrai qu'on a vraiment répondu très basiquement à ce qu'on peut planter. Et l'autre enjeu, c'est savoir qu'est-ce qu'on plante et où est-ce qu'on veut vraiment le faire. Avec... Aujourd'hui, nous, on a une simplification de la végétation, et c'est vraiment un impact en termes esthétique, mais on maintient une végétation. Je pensais à un truc tout bête, mais en plus avec les données, c'est quoi, c'est zones climatiques locales. C'est quoi la finesse des zones climatiques locales? Elles sont à l'échelle d'un pâté de maison, globalement. Parce que typiquement, tu marches dans une rue sans bonnet, façade en sud. Oui, donc ça nord. Ça change. Façade nord, il y a un gouffre énorme. Un côté où tu peux planter l'arbre et l'autre. Là, pour le plus, c'est vraiment lié à l'occupation des sols. Ouais, c'est du ciel, hop, il y a un niveau, donc on pense que ça dégage tant de chaleur. Non, pas d'autres. En ligne non plus. Dernier rappel. C'était tellement clair. Donc, pas de questionnement supplémentaire. Non, sans regret. C'est votre dernier mot? Dans tous les cas, je Oui. à l'escalade avec le lien à l'intérieur. Exactement, tu le sais. Bah, justement, oui, on vous partagera. On vous partagera à la suite de. On vous partagera à la suite de ce café data. D'abord un formulaire d'évaluation. Donc, merci de prendre le temps aussi de répondre à ça. C'est assez rapide, mais ça nous permet aussi de savoir si vous y trouvez votre compte, si vous appréciez ces temps, et puis si vous avez des suggestions aussi sur les sujets à aborder à l'avenir.
On partagera effectivement et la et le support de présentation et le replay. C'est comme ça. Merci encore Anthony pour cette participation et cette intervention. Les prochaines sessions sont donc prévues le 20 mai, pardon, avec une présentation de Gen AI sur l'impact des LLM, la mesure de l'impact environnemental des LLM, des modèles de langage. Le 19 juin, avec Octo, sur comment réinventer un peu l'innovation technologique en faisant une part plus importante au numérique responsable, notamment prolonger la durée de vie des appareils, optimiser les logiciels, etc. Pareil, on l'a aussi bien mieux que moi. Et en juillet, le 3 juillet, avec Rennes Métropole, d'ailleurs, avec Rennes, sur un retour d'expérience sur la plateforme Rudy. Ça, c'est en ligne pour le coup, mais voilà, c'est ça les prochaines sessions. Je rebondis aussi juste en un mot sur ce que tu disais, il y a des besoins d'acculturation aussi, ou en tout cas de compréhension des données. Tuba a créé une fresque des données, donc n'hésitez pas aussi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour acculturer au sein de vos équipes, au sein de vos organisations. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci à toutes et à tous de votre présence, de votre participation. À bientôt et encore une fois, merci à Anthony et à Erasme pour ce partage. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.